Chers amis, chers collègues, c'est toujours un plaisir de parler de molécules classiques maintenant. Et je tenais, comme d'autres, à remercier le staff pour cette invitation, et particulièrement le professeur Layashi Chabraoui, qui m'invite pour la deuxième fois, l'année dernière également, pour parler marqueurs cardiaques. Donc le thème de la journée, c'est les préventions, et donc je ferai après cette célébration de l'anniversaire, vous dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt, c'est peut-être aussi l'avantage des retraités dans ce sujet, et que je me propose de faire un survol à la fois de la prévention cardiovasculaire et des récentes données, récentes, vous verrez pourquoi c'est un petit peu mettre entre guillemets, sur le dosage des troponines et leur hypersensibles et leur application dans la prévention cardiovasculaire. Ce topo qui est centré sur les marqueurs de nécrose sera complété agréablement par le topo suivant de Damien, je suppose, sur les marqueurs de type BNP de l'insuffisance cardiaque. Alors, on a beaucoup parlé de clinique. Bon, je suis pharmacien d'origine, j'en ai pas honte. Et donc, je vais revenir quand même sur ces données de dosage qui me semblent quand même indispensables à incorporer. Notamment parce qu'on fait dire un certain nombre de choses aux tests biologiques et s'il faut se souvenir du contexte dans lequel ils sont faits et de ce qu'elles représentent. Alors, en classique, le dosage des troponines hypersensibles, qui est maintenant commercialisé en routine depuis une quinzaine d'années, que dose-t-on ? Vous savez très bien que ce sont des protéines du muscle squelettique, que leur intérêt, c'est leur cardiospécificité et que les formes I et T, sauf exception, je dirais, documentées, sont cardiospécifiques, qu'il n'existe pas de réaction croisée avec les isoformes musculaires. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'il y a un certain nombre de travaux très polémique aussi, qui souligne ces difficultés d'estimer véritablement cette origine. Ce sont des molécules en grande concentration dans le sang qui en font des excellents marqueurs, dans le muscle cardiaque, qui en font des excellents marqueurs de nécrose. L'autre chose à savoir, on a parlé pas mal de techniques analytiques extrêmement sophistiquées et modernes, et vous savez très bien que les techniques immunométriques à 2 à 3 anticorps type sandwich sont désormais en pratique médicale courante, rendent les troponines des marqueurs tout à fait accessibles à un dosage rapide, facile, et on le verra tout à l'heure. Le gros problème, et c'est un problème de fond qui n'est jamais réglé depuis une vingtaine d'années, c'est que ce sont des méthodes non standardisées, que donc non seulement les résultats ne sont pas transférables entre les tests, même à l'intérieur de la famille des troponines I, comme vous le savez, mais aussi les conclusions qui sont faites dans des protocoles sur des seuils ou des décisions, ou des seuils de décision thérapeutiques peuvent être altérés ou mal interprétés si elles sont impliquées dans un autre contexte qui est celui strict de la même molécule. Donc, autre problème qui n'est pas réglé, mais que je tenais à souligner, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité des formes circulantes post-nécrose cardiaque, ce qui entraîne notamment l'hétérogénéité des dosages, et qu'il n'y a pas d'antigène de référence, et donc effectivement pas une technique standardisée. Je voudrais simplement souligner, faire une petite remarque, je dirais peut-être personnelle. Toutes ces études ont été faites lorsqu'il y a une grande quantité de troponine libérée dans le sang, donc lors de l'infarctus du myocarde, et on en a déduit que c'était la même chose lorsqu'il se passait une nécrose légère, comme on le verra sur un certain nombre d'exemples. Il n'y a aucun papier, aucun travail qui a essayé de déterminer précisément, vers les faibles concentrations, quels étaient véritablement les antigènes troponiniques, si j'ose dire, circulants. Nous dosons tous dans nos laboratoires la troponine et la troponine hypersensible. Autre point, on en a déjà parlé, c'est la correspondance entre la troponine T et la troponine I, donc Roche versus le reste du monde, diront certains. Les résultats ne sont pas transférables. Vous voyez que même dans les faibles concentrations, ici vous avez de 0 à 15 nanogrammes par litre en troponine T et de 0 à 18 nanogrammes par litre, il y a bien une corrélation, certes, mais vous voyez qu'il n'y a absolument pas de transfert possible d'un marqueur à l'autre avec des algorithmes ou des résultats ou des équations de compensation, si j'ose dire.
Les paramètres analytiques sont aussi importants à avoir parce que je vais amener à parler d'un certain nombre de travaux qui se focalisent sur les valeurs faibles de la troponine. Donc, tout passe toujours par les Italiens apparemment. Donc, on a un travail de Panteghini qui est toujours cité, donc je fais comme les autres. Simplement pour dire que les techniques hypersensibles sont, par rapport au dosage conventionnel, des techniques qui permettent de travailler sur les très faibles concentrations avec une très bonne fiabilité analytique, et que tous les limites de Blanc, les limites de détection et les limites de quantification qu'on a choisies pour les troponines, qui sont le CV 10%, sont très très basses. Vous savez que c'est de l'ordre de la dizaine de nanogrammes par litre, et si vous faites un calcul en mol, vous verrez que ça correspond à des femtomoles circulantes, ce qui pose aussi un problème analytique possible sur ces très faibles concentrations. Juste pour rendre hommage à l'IFCC dans le cadre de cette diapositive, il faut savoir qu'il y a des task force qui travaillent sur ce sujet des marqueurs cardiaques, et en particulier, j'avais eu l'honneur d'appartenir à la task force sur les marqueurs cardiaques, qui régulièrement propose sur les sites de l'IFCC de la documentation sur les troponines hypersensibles, notamment leurs caractéristiques analytiques. Et la caractéristique analytique dont on va parler essentielle des troponines hypersensibles, c'est le fait qu'elle est quantifiable chez 50 à 80% des sujets sains, ce qui fait que c'est des molécules extrêmement faciles et de grand déploiement possible dans les applications. Le seuil décisionnel de la troponine, c'est le 80e percentile. Sans rentrer dans les détails de détermination des valeurs usuelles, qui est un problème tout à fait constant avec les troponines, je vous ferai simplement remarquer que dans ce genre de travail, il existe une différence entre les valeurs normales de l'homme et la femme, et que cette différence est amplifiée chez les troponines par rapport aux troponines T, d'une part, et augmente avec l'âge. Et donc, si vous voyez dans cette diapositive qu'au-delà de 70 ans, les seuils de 80 percentiles pour la troponine T passent d'une 14 nanogrammes à plus de 60 nanogrammes. Et ça, c'est intéressant de s'en souvenir parce qu'en fait, ce serait, en termes de prévention, c'est le sujet du jour, un biais possible, puisque vous voyez que si les sujets normaux, que ce soit pour la T ou que ce soit pour la I, vous avez une augmentation des seuils de référence avec l'âge. Autre point analytique, celui-là, pour dire qu'il existe, et ça a bien été démontré pour les troponiniers en particulier, une imprécision aux basses valeurs qui fait que l'erreur totale acceptable peut être importante, de l'ordre, vous voyez ici dans un travail qui a pris un pool qui a une médiane de 3,4 dosé par 45 lots de réactifs différents pour une troponine I hypersensible. Vous voyez que si la médiane est à 3,4, l'erreur totale acceptable est également à 3,4, ce qui fait que vous avez une incertitude et une erreur aux concentrations basses dont il faudra se souvenir lorsqu'on parle des faibles variations ou des faibles concentrations de troponine. Et donc la conséquence de cela, c'est qu'en fait, dans nos laboratoires, il faut qu'on ait des moyens de contrôle de cette fiabilité à basse concentration, et que le moyen le plus simple, c'est d'avoir du contrôle de qualité. Je vous donne ici les recommandations des contrôles de qualité internes que la Task Force avait en 2022 proposées, qui permettent d'avoir un regard sur les faibles concentrations de troponine. Donc, le cadre dans lequel on va parler de prévention cardiovasculaire avec les troponines hypersensibles se situe dans un cadre analytique assez contraint qu'il importera toujours de bien avoir en mémoire. Dans le syndrome coronarien, c'est clair, la troponine augmente. Hors du syndrome coronarien, on a aussi beaucoup d'augmentation potentielle de ce marqueur par différents mécanismes qui sont soit la nécrose, soit l'apoptose, soit des formations et des libérations de troponine. Donc, les mauvais esprits diront qu'il n'y a pas de maladie dans laquelle il n'y a pas d'augmentation de troponine, ce qui laisse présager que la spécificité est altérée lorsqu'on passe à des dosages hypersensibles, mais il n'en est rien, et on va pouvoir trouver des applications de ces dosages dans un certain nombre de choses. Ça veut simplement dire qu'il faut
tirer une fois de plus la notion d'infarctus du myocarde et la notion de troponine. C'est vraiment deux concepts différents. Je vous rappelle que la définition d'infarctus du myocarde, c'est non seulement d'un point de vue biologique une augmentation de troponine hypersensible au-delà du 80e percentile, mais aussi associée à un certain nombre de signes cliniques, et que dans les autres cas, s'il n'y a pas ces signes cliniques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nécrose cardiaque. Ce sont donc des marqueurs de nécrose. J'ai résumé sur cette diapositive un peu lourde en ce milieu d'après-midi pour vous dire simplement qu'il y a pas mal d'avantages à troponini, et si on regarde les avantages, je dirais, analytiques et qui vont être utilisés en termes d'interprétation des variables, c'est les troponines possèdent une variation intra-individuelle relativement faible, ce qui permet de quantifier de manière assez précise les petites variations de troponines, et qu'on peut considérer que le référent de change value, ou le taux de changement critique en français des troponines, est de l'ordre de 40%. Ça veut dire qu'il y a une variation de 40% des résultats qui sont observés chez le sujet sain et à l'état normal. Prévention cardiovasculaire et troponine, on rentre enfin dans le sujet, il nous reste 10 minutes. La risque cardiovasculaire, c'est un but, les buts des politiques préventives est de ralentir le développement des maladies, on l'a déjà évoqué dans les topos précédents. Et chez les patients à haut risque cardiovasculaire, la prévention maintenant se passe et doit intervenir, permettre des interventions à la fois cliniques, pharmacologiques et surtout comportementales, on en a déjà parlé, habitudes de vie, environnement, etc. Dans les guidelines de 2021, en fait, il y avait, j'ai traduit ce schéma, qui doit aboutir à un schéma un peu théorique, à une réduction de la menace cardiovasculaire. C'est à la fois au niveau individuel et au niveau des populations que les choses doivent être prises en regardant bien l'intérêt du coût-bénéfice de ces opérations. Et si on fait, vous voyez que pour un sujet sain, on parle de risque cardiovasculaire quand on peut voir ce qui va se passer à 10 ans, et on va voir des exemples avec la troponine. Chez les patients qui ont un antécédent cardiovasculaire familial connu, par exemple, on va estimer le risque cardiovasculaire résiduel. Et puis, vous avez des populations à risque, on en a déjà parlé, sur lesquelles les complications cardiovasculaires peuvent être fréquentes, et donc il va falloir avoir des outils pour estimer cette prévention. Et donc, si on fait une extraction sans intelligence artificielle des mots-clés dans cet ouvrage, des guidelines de 2021, les marqueurs biologiques comme le cholestérol qu'on vient de traiter apparaissent 134 fois, les triglycérides 49 fois, je n'y reviens pas, les peptides natriurétiques que 5 fois, et les troponines que 3 fois, la troponine et la CRP ultra-sensible que 2 fois. Donc sur un ouvrage de 100 pages, vous voyez quand même que le rôle de la biologie a tout à fait quelques années devant elle pour se développer. En 2022, sur des populations à risque, et je pense que Damien en reparlera, la troponine a été considérée comme un évaluateur de la pré-insuffisance cardiaque, pré-HIF ici, dans lequel vous voyez que la troponine est citée, puisque l'augmentation des BNP, mais aussi une augmentation persistante, élevée, donc supérieure au 40e percentile des troponines, sont des indications d'une nécrose cardiaque ou d'une souffrance cardiaque, d'un remodeling, comme certains auteurs en parlent en anglo-saxon. Et sur un topic tout à fait particulier, qui est l'oncologie et les marqueurs cardiaques, vous avez effectivement aussi des guidelines qui sont parus l'année dernière, qui montrent l'intérêt complémentaire de suivi des patients en dosant BNP ou NT-proBNP dans le cas où les patients sont traités par des thérapeutiques anti-oncogéniques à visée ou à toxicité cardiaque. Et donc, vous voyez que le BNP et la troponine sont déjà associés dans cette surveillance de la toxicité. À titre d'exemple, dans ce travail, vous voyez qu'on propose un schéma thérapeutique, un schéma de suivi des patientes cancer du sein traités par des anti-HER2. Vous voyez que le troponine et le NP-proBNP doivent être associés dans la surveillance des patients à risque modéré cardiovasculaire et également, bien sûr, dans les patients à haut risque cardiovasculaire, de la même manière qu'on associe dans la surveillance, la surveillance échographique par l'échographie transthoracique.
Et dans ces études qui sont reprises dans cette guideline, vous voyez que les patients qui ont les troponines les plus élevées au départ sont celles qui vont être à plus risque cardiovasculaire. Notez, et on le reviendra tout à l'heure, que le taux de troponine de départ est un taux relativement normal. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intérêt de focaliser les variations de troponine ou les données de troponine sur les valeurs faibles. Dans ces guidelines, il est recommandé de type 2B que les patients qui ont des cardiothérapies, des oncothérapies potentiellement cardiotoxiques doivent être surveillés par les troponines cardiaques de manière répétée. Dans la population générale, en fait, il y a pas mal d'ouvrages, pas mal de travaux qui sont dans les années 2016-2018, donc ils datent un peu quand même, dans lesquels, en fait, de manière générale, et on pourra peut-être passer rapidement, les valeurs basses de troponine sont associées à un risque cardiovasculaire. Une première étude sur un nombre de à peu près 3000 sujets, vous voyez, dans lequel on a un suivi de 15 ans qui montre que les concentrations de base de troponine, de base, inférieures au 80e percentile, donc dites normales avec les seuils que nous utilisons tous, sont associées à des risques cardiovasculaires augmentés à 5 ans et à 15 ans, et que ce risque est d'autant plus important que les patients ont des concentrations de départ de troponine les plus élevées, mais quand on dit plus élevées, c'est à l'intérieur des valeurs de référence. Ici, c'était une troponine Abbott avec un taux à 5,2 nanogrammes par litre, avec un risque ici calculé à 2,3 fois plus grand d'infarctus du myocarde ou de toute pathologie cardiovasculaire augmentée. Notez par exemple, lorsqu'on regarde ces courbes, qu'il n'y a pas de différence importante en fonction de la valeur de la troponine, mais en tout cas, les troponines sont extrêmement basses, inférieures aux valeurs du 80e percentile. En 2017, l'étude BioCare, Biomarker, avait montré sur un suivi de 74 000 sujets, je pense que la métrologie des congélateurs aux États-Unis est absolument remarquable. Et donc, vous voyez, en faisant un dosage et en regardant finalement la mortalité cardiovasculaire, vous voyez que les valeurs les plus élevées, mais qui restent à l'intérieur d'une fourchette dite normale, le normal pour le test était pour les femmes à 15 nanogrammes et pour les hommes à 34 nanogrammes, vous voyez qu'il y a une surmortalité ou une mortalité totale sur 30 ans qui est plus importante si le taux de départ de troponine est, entre guillemets, normal, mais situé à l'intérieur du quintile plus élevé. La troponine hypersensible fait mieux que la CRP-US. Certains diront, c'est normal. Donc, vous voyez qu'il y a une étude quand même, tout ça, c'est des études assez de nombreux patients, ici à peu près de 9000 patients, 44% d'hommes, un suivi pendant 13 ans, 14 ans, et vous voyez que plus le taux de troponine, une fois de plus, le percentile de troponine est important, toujours pour des valeurs fortes, toujours pour les valeurs entre guillemets normales, les concentrations sont associées à une surmortalité ou du moins à une survie plus faible. Et donc la troponine devient troponine hypersensible en tout cas, devient même dans les valeurs faibles un estimateur de la dysfonction cardiaque avec l'âge. Si on regarde tous les trajets individuels des variations de troponine dans cette étude, donc il y a 3700 patients qui ont été suivis par au moins 3 prélèvements sur 10 ans. Et vous voyez que globalement, il y a une petite augmentation avec l'âge, mais que cette augmentation, elle est effectivement à l'intérieur des valeurs usuelles, que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour les hommes, toujours avec une troponine hypersensible. Alors, doit-on faire un dosage ou est-il intéressant de faire un suivi de dosage? Apparemment, dans cette étude de Hughes dans Clinical Chemistry en 2017, une mesure unique de troponine, finalement, classe les patients et permet de prédire le risque cardiovasculaire. Il n'y a pas d'apport diagnostique si on fait des associations ou des variations de troponine. Toujours non pas dans la population générale, on est dans des populations à risque qui ont été sélectionnées sur un certain nombre de facteurs de risque classiques en pathologie cardiovasculaire. Donc c'est bien, on sait très bien que maintenant il y a des petites variations de troponine ou des valeurs faibles de troponine qui sont associées à un risque. Qu'en est-il des interventions thérapeutiques? Eh bien, on peut réverser en partie cela. Vous avez cette étude, l'étude TIMI 50, qui regarde que le traitement par des
en prévention secondaire post-infarctus. On a des patients, on va regarder les variations de troponine, on traite les patients avec un antagoniste des récepteurs de la thrombine et on aboutit effectivement à une réduction chez ces patients du risque cardiovasculaire qui est associé à une réduction de la concentration en troponine. Je passe rapidement sur ce type de dosage. Ce type de protocole. Un protocole qui me semble intéressant, c'est l'étude WOCOP sur 3000 patients, dans lequel ils ont regardé, au bout d'un an de traitement par la pravastatine, les variations de troponine et les variations de LDL dans un groupe placebo. Donc ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas par cœur la formule de la pravastatine. Et dans le groupe pravastatine. Et donc, vous voyez qu'on a à la fois une diminution du LDL, mais, comme évoqué précédemment, mais aussi une diminution de la troponine. Donc, la troponine est bien, dans ce contexte-là, un marqueur réversible et pouvant être modulé par la thérapeutique des altérations cardiaques ou des améliorations cardiaques introduites ici par un traitement hypo-LDL cholestérol. Et pour finir, y a-t-il nécessité, je pense que j'anticipe un peu sur ce que va dire Damien, sur une approche multimarqueur dans un travail que le pape de la troponine Apple a fait en 2012, qui est qui a 10 ans maintenant finalement. Vous voyez que le taux de l'odd ratio est très augmenté quand vous avez une augmentation du NT-proBNP, ici 5 fois, et de la troponine, ici 6 fois, mais aussi pour des taux qui sont relativement bas, ici inférieurs aux valeurs usuelles. Ce qui a fait pour certains, on revient toujours sur les Italiens, que les seuils suggérés pour les troponines HS dans la stratification du risque pourraient être ceux-ci, c'est-à-dire des seuils dans lesquels on a des seuils d'alerte des préventions cardiovasculaires qui seraient à la fois applicables aux troponines et aux troponités avec des concentrations ou des seuils différents selon les marqueurs. Donc, je finis ce topo pour vous dire simplement que dans cette busy diapositive, que premièrement, les dosages des troponines permettent, grâce à leur précision vers les basses valeurs et leur détectabilité chez la plupart, par définition, des sujets sains, de quantifier les faibles concentrations ou les faibles variations de troponine, que le risque cardiovasculaire tend à augmenter avec la valeur initiale de la troponine ou sa variation, qu'on a vu dans l'étude sur la pravastatine que une thérapeutique hypocholestérolémiante entraîne une amélioration de la fonction cardiaque vue à travers le dosage de la troponine, que ces résultats que je vous ai montrés ne sont pas transférables à toutes les techniques, puisque les valeurs des troponines ne sont pas transférables à cause de la non-standardisation du test. Le point 5, c'est qu'il n'y a pas de recommandation actuelle nette sur l'utilisation de la troponine hors les pathologies que je vous ai montrées, qui sont très cardiospécifiques, si j'ose dire, notamment l'oncologie. En population générale, il n'y a pas de nécessité pour l'instant d'associer la troponine, mais cela viendra peut-être. Pour que ce soit acceptable, il faut que les traitements préventifs soient validés sur des populations atteintes à risque cardiovasculaire important, éventuellement en population générale avec les biais qu'a soulevé tout à l'heure les différents orateurs. Et puis, il y a toujours la notion de bénéfice-risque, sachant quand même que c'est un test qui est quand même assez, n'est-ce pas François, quand même pas trop cher dans l'état actuel des choses. Voilà, je vous remercie de votre attention.